Bonsoir à tous, bienvenue dans Startup Story, l'émission qui part à la découverte des jeunes entreprises innovantes de Bruxelles. Et ce soir, c'est dans le monde de la mode et des accessoires qu'on va se plonger avec nos invités. 4 entrepreneurs qui viennent nous raconter leur parcours, leur expérience. Flore Carlier, vous êtes la fondatrice de la start-up Caliora. Bonsoir. Bonsoir Charlotte. Gaëlle Van der Hagen qui est avec nous aussi pour nous présenter Yuzo. Bonsoir. Bonsoir. En face de vous, c'est Luna Aslan qui a monté la start-up en cofondé, on va dire la start-up Nuza. Bonsoir. Et puis bienvenue aussi à Maxime Van Steenberg qui est cofondateur de Flemmard. Bonsoir. Bonsoir Charlotte. Alors on va évidemment vous découvrir puisque c'est le but de cette émission et on a une petite tradition pour le faire, une manière que vous connaissez je pense qui est celle du pitch. Je vous avais donné un devoir à la maison qui était de préparer une présentation plutôt courte, puisque vous aurez 20 secondes pour nous décrire ce que vous faites dans ces startups. Alors, c'est Flore qui a décidé de se porter volontaire, finalement, pour cette premier tour de pitch. Il va y avoir un chrono, 20 secondes, top chrono, pour nous présenter Caliora. Est-ce qu'on est prête ? On est prêt. On est prêt, le chrono est prêt. Alors, Caliora, en 20 secondes, qu'est-ce que ça donne ? Ouais. Donc, Caliora, c'est la marque que j'ai fondée l'année passée, qui est une marque de maillots éco-responsable. Donc, c'est-à-dire que tous les maillots sont faits à base de déchets de plastique récupérés dans les océans. Donc, on fait notamment partie de la solution en fait, du nettoyage des océans qui sont très pollués pour le moment. Et aussi, ça diminue l'impact du nylon sur le changement climatique. Donc, on est à 3 secondes près. Un maillot éco-responsable qui, en plus, pourrait nettoyer les océans. Alors, Caliora, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vient d'où ? Ça vient en fait de l'île grecque où moi j'avais passé tous mes étés, qui s'appelle Kalymnos. Donc voilà, lancer une marque de maillot, ça m'a fait penser à mes étés. Et l'expression grecque Iaora et Kali, qui veut dire good times. Donc j'ai fait un petit mix et ça a donné Caliora. On découvrira évidemment plus en profondeur tout ce que vous aurez à nous raconter. À côté de vous, c'est Gaëlle Van der Hagen qui vient nous présenter Yuzo. L'exercice du pitch, on est prêt pour 20 secondes ? Très bien. C'est parti. Yuzo est une marque belge de maroquinerie de luxe pour femmes et hommes. La marque a été créée en juillet 2016 et nous proposons des sacs et accessoires de mode uniques et originaux, donc créés et produits donc, en Belgique avec des surplus de cuir. Des surplus de cuir. Alors, l'exercice du pitch, comme ça, en 20 secondes, c'est pas facile. Tout à fait. C'est quelque chose auquel vous êtes habitué ? Normalement, oui, mais ici, c'était toujours un peu tendu dans un studio, en fait. On va se détendre, il n'y a pas de souci. On aura évidemment l'occasion de découvrir plus en détail Yuzo aussi. En face de vous, c'est Luna Aslan qui vient nous présenter Nuza. Alors, Nuza, en 20 secondes, ça donne quoi ? Nuza, c'est une fibre textile à partir de maïs qui est 100% recyclable grâce à notre technologie brevetée. Donc, on offre une solution à l'industrie textile afin de réduire les déchets pré- et post-consommation. Donc, en d'autres termes, on régénère vos textiles usagés en une fibre de qualité vierge et ce, de manière infinie, ce qui nous permet d'être une fibre circulaire. On verra qu'il y a vraiment le côté innovant. On est à 0,1, c'est presque ça. Nuza, ça veut dire quoi pour ce nom ? Alors, Nusa, c'est une région d'Australie où on fait du surf et ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fait. Voilà. On va voyager, je pense, dans cette émission. Alors, on va voyager ou peut-être on va rester à la maison avec Flemmard. On va se tourner vers Maxime Van Steenberg avec cette start-up Flemmard que vous allez nous présenter en 20 secondes. Top chrono, on est parti. Flemmard, ce sont les pantoufles les plus confortables du monde. C'est une production artisanale, ce sont des matières premières d'exception et c'est un service à l'ancienne, proche du client. Flemmard, c'est un peu les pantoufles dont on tombe amoureux, les pantoufles qu'on aime tellement qu'on les emmène partout avec soi. Vous les avez emmenés là, sur le plateau ? Oh que oui. Très bien, parfait pour le pitch. Flemmard, c'est aussi une philosophie de vie ou bien... Flemmard, c'est le retour après le boulot, enlever ses chaussures en cuir, enfiler ses flemmards, se mettre dans le canapé et prendre un petit verre pour entamer la soirée. Et on en a eu besoin des pantoufles ces derniers mois avec le confinement, on en parlera peut-être un peu plus tard. Alors on va prendre un peu le temps de vous découvrir et de découvrir chacune de vos marques. Le but c'est aussi de pouvoir raconter votre expérience, de savoir comment est-ce que vous êtes arrivé finalement dans ce monde de l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on en arrive à lancer sa start-up. Je vais commencer par Flemmard justement avec Maxime parce que je pense que tout a commencé avec une blague qui est devenue en fait de plus en plus sérieuse. Exactement. Flemmard, c'est une histoire de 3 amis. Donc, Guillaume, c'est mon ami globetrotter qui habite au Mexique et qui va régulièrement au Pérou pour son job. De Nassim, qui est un ami d'enfance, très proche ami d'enfance, qui a une particularité, c'est qu'il vit en chaise roulante. Et au cours d'une soirée qu'on faisait à 3,
Et il y a Nassim qui nous confie une frustration, c'est qu'en étant assis, en fait, tout le temps, sa circulation sanguine n'est pas optimale et il a rapidement froid aux pieds. Et il dit, voilà, en 30 ans, il n'a jamais trouvé une pantoufle confort et chaude. Et là, il est 3h du mat et on se lance un pari. On dit, OK, gars, on va les faire, nous, les pantoufles dont tu rêves. On va faire, nous, les pantoufles les plus cosy du monde. Et ça, c'était il y a 3 ans. C'était un pari d'amis. C'est un pari qu'on a tenu. Et aujourd'hui, c'est flemmard. Les pantoufles les plus confortables, alors du coup, je suppose que le test qualité a été fait au sein même du groupe d'amis à la base. C'était quoi les critères? Qu'est-ce qui rend la pantoufle la plus confortable du monde? C'était la prise. On a développé une petite couronne en alpaga qui vient caresser les chevilles et qui est super agréable. C'est aussi une laine de mouton premium qui est incroyable à l'intérieur avec un petit duvet, un chouette duvet pour déposer ses pieds dessus. Et puis après, c'est une coupe qui est un cuir souple pour qu'il vienne bien envelopper le pied. Alors effectivement, on l'a testé. On était avec, on avait amené des canapés dans la rue et on abordait les gens en passant. On les faisait installer, on leur offrait une petite boisson, puis après on les faisait tester. Et puis au fur et à mesure, on a défini le modèle flemmard. C'est donc de l'alpaga. On les voit derrière vous. Hein. Ça veut dire que l'intérieur, c'est de l'alpaga? L'intérieur, non. Parce que l'alpaga, en fait, c'est la couronne que vous voyez là. Okay. Ça, c'est de l'alpaga. Et à l'intérieur, ça va être du mouton. Parce que l'alpaga, en fait, est tellement doux qu'on en a ici à l'intérieur, mais le pied avait tendance à glisser de trop. Ok. Donc voilà. Il y a tout un développement, évidemment. On verra comment est-ce qu'on se lance dans un nouveau business comme ça quand ça part d'une blague. Mais finalement, c'est très sérieux. Elles sont là sur le plateau pour nous les présenter. Je vais aller vers Gaëlle qui vient nous présenter Yuzo. Alors ici, on est plutôt dans une marque de maroquinerie. C'est une reconversion professionnelle pour vous. Oui. Et vous vous êtes lancée dans cette aventure après une première vie, si on peut dire. Oui, en fait, après mes études en marketing, j'ai travaillé dans les ressources humaines donc pendant quelques années. Et après, c'est comme 20 ans que je travaille dans les ressources humaines. Après, j'ai eu un peu marre, je me sentais un peu coincée en fait. Et ce qui manquait dans mon job, c'était la créativité, en fait, la partie créative. Et je voulais créer un produit fini, donc voir quelque chose de concret en fait. Et il y a eu 2 événements dans ma vie qui m'ont amené à cette idée. Donc j'ai fait d'abord un voyage en Grèce. Et là, avant de partir, je voulais trouver un sac de plage. Donc j'ai fait pas mal de boutiques pour trouver le sac de plage. J'ai rien trouvé. Et donc, je me suis dit, je trouverais bien à Santorin un beau sac. Non plus, j'ai rien trouvé. Et au retour, en fait, de mon voyage, j'ai reçu, en fait, une newsletter de Créa Corner, qui est un magasin de loisirs, qui proposait de faire un stage de couture pour créer son sac de plage. Je me suis dit, tiens, c'est la bonne idée. Donc, je me suis inscrite à une formation de cours de couture pour apprendre à coudre. Et alors, le deuxième événement, c'était en fait mon voyage en Corée du Sud, puisque je suis d'origine coréenne. Et c'était ma façon de me ressourcer, de me reconnecter avec mes racines. Et au retour de ce voyage, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose qui puisse me reconnecter avec mes origines et faire quelque chose de plus créatif. Et après, c'est après que les 2 idées se sont mises en place, les 2 événements qui se sont mis en place et que j'ai créé en fait ma marque de maroquinerie donc en juillet 2016. Donc juste 5 ans en fait. Et aujourd'hui, c'est une passion de tous les jours? Son travail devient une passion? Oui, tout à fait. Donc ça me permet en fait de me changer les idées, donc d'être créatif et de faire quelque chose qui a un sens pour moi en fait, de voir un produit fini plutôt, et aussi dans le sens que je crée pas non plus des produits pour la consommation, pour surconsommer. En fait, je crée des produits qui ne gaspillent pas en fait les matières premières. Donc, je rachète des morceaux de cuir à gauche et à droite qui sont là, qui sont dans des dépôts, qui sont en train de pourrir dans certains stocks. Et donc, je rachète ces morceaux-là pour faire mes propres sacs. Donc, ce sont des séries très, très limitées en fait. Cette valeur écologique, on la retrouve aussi chez Flore et chez Luna. Je vais commencer peut-être par Luna. Ici, on a une nouvelle fibre textile. On a l'habitude de voir le coton. Il y a d'autres fibres aussi qui existent, qui sont peut-être un peu plus polluantes encore. Et là, on lance complètement de nouveau. Comment est-ce qu'on en arrive à faire une fibre de maïs ? Nous, ça, c'est né avant tout sur le constat de l'industrie textile qui, comme vous l'avez dit, est assez polluante. Donc, c'est la 2e plus polluante dans le monde. Le constat est tel que par an, il y a 53 millions de fibres textiles qui est produite et il y a moins de 1% qui est recyclé.
Quand on parle de coton recyclé, polyester recyclé aujourd'hui, c'est à du maximum 30% et c'est ce qu'on va appeler un recyclage en fait mécanique. Donc on va venir détériorer le produit à chaque cycle de recyclage qui n'est pas du tout infini. Et donc nous, on voulait vraiment en fait imaginer une solution où notre fibre serait à du 100% recyclé et donc ce avant même qu'elle soit sur le marché. Donc penser à la fin de vie avant de mettre notre produit sur le marché. Et donc c'est une fibre très innovante qui est faite à partir du sucre qu'on trouve dans le maïs et qui a plein de bonnes propriétés qui sont très intéressantes intrinsèquement intéressantes pour le textile, telles qu'une meilleure respirabilité, elle retient moins les odeurs, elle est moins inflammable, elle est stable aux UV. Et donc, au-delà de son aspect biosourcé, recyclable, elle apporte aussi des propriétés innovantes. On verra évidemment que vous êtes au tout début, c'est-à-dire que la fibre, elle est là, elle existe, c'est un produit fini. Par contre, les vêtements, c'est ce qui va suivre, on le verra dans les étapes prochaines, c'est-à-dire que le but, évidemment, c'est qu'on retrouve ça dans les vêtements qu'on trouve partout dans les magasins. Voilà, aujourd'hui, nous, on vend de la fibre et du fil, donc directement aux marques ou à leurs fabricants qui font du tissu. Donc aujourd'hui, nous, on n'est pas centré que sur la mode, c'est sur l'industrie du textile en général. Donc ça se retrouve dans un t-shirt, dans un tapis, un rideau, un matelas. Et donc aujourd'hui, on est vraiment encore en développement produit avec toutes ces marques. Et voilà, mais ce sera bientôt sur le marché. Très bien, on suivra ça évidemment. Je me tourne vers Flore pour ce fin de tour de table. Flore, vous avez développé Caliora, des maillots, on l'a dit, éco-responsables. Alors comment est-ce qu'on se lance dans une marque de maillots? Ça vient d'où ce déclic? Probablement, moi j'habitais en fait à Bangkok, donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps pendant 2 ans aujourd'hui. en maillot. Et à l'époque où j'ai décidé de lancer quelque chose, je suis passée honnêtement par plusieurs projets, tous pour l'un ou l'autre que j'ai laissé tomber parce que pour leur faisabilité. Et en fait, je suis tombée du coup de l'autre côté de Noosa, je dirais, sur cette fibre recyclée, enfin ce fil de nylon recyclé. Et à l'époque, je me suis dit, ce serait génial quand même de pouvoir lancer une ligne de maillots parce que ça me permettait en fait de garder mon job au début, vu que les maillots sont très saisonniers. Maintenant, bon, j'en suis à plein temps, donc c'est plutôt l'effet inverse, c'est un peu plus problématique où maintenant je vais devoir me développer. Mais voilà, le constat était aussi qu'il n'y avait pas tellement de maillots éco-responsables sur le marché, quand on en porte beaucoup. Et puis j'habitais en Thaïlande, je passais beaucoup de temps dans la mer, la Thaïlande qui est extrêmement polluée également. Donc c'était toute une belle histoire de pouvoir se dire qu'on porte des maillots avec lesquels on va nager, qui proviennent à la base de déchets qui viennent eux-mêmes de ces océans. Vous parlez de marché, c'est vrai que quand on lance sa marque, comme vous l'avez fait à des moments très différents, parce que c'est vrai que vous l'avez lancé à des années différentes, le but quand même, c'est de trouver son marché, d'innover, de proposer quelque chose de neuf, de nouveau. Alors Gaëlle, vous l'avez dit, chez vous, l'innovation dans votre start-up, c'est peut-être justement le fait de ne pas aller chercher du nouveau, de ne pas aller reproduire des peaux de cuir. Oui, tout à fait. Je ne voulais pas gaspiller, en fait, les matières premières. Donc, le cuir, c'est la peau d'un animal. Donc, il y avait énormément de stock de matières premières. Et puis, tuer des animaux pour leur cuir, ça me faisait mal de voir ces animaux souffrir. Donc, du coup, je me suis dit, autant récupérer les matières premières disponibles. Donc, j'allais chez mon maroquinier récupérer des stocks, parce qu'il en a pas mal chez lui, ou je vais chez d'autres créateurs racheter des morceaux, ou je fais aussi appel à la haute couture française, qui vendent aussi sur Internet, en fait, pas mal de cuir disponible. Donc, c'est dans ce but-là, en fait, que j'ai créé donc Comesac. Ça veut dire que si on ne commande pas son cuir, forcément, on n'a pas le nombre de peaux nécessaires pour faire un stock. Ça veut dire que tout est en version très, très limitée? Tout à fait. Ça dépend vraiment de la taille du cuir. Parfois, si c'est un petit veau, donc du coup, un veau, c'est un petit animal. Donc, s'il ne reste plus qu'un morceau, on peut faire qu'une pochette avec. Donc, ce sont vraiment parfois des sacs pièces uniques. Et voilà, donc c'est vraiment série limitée. Et donc, du coup, je leur dis aussi aux clientes, vous allez porter un sac unique, il n'y aura pas une deuxième personne qui portera la même chose que vous. Donc, vos copines ne pourront pas porter le même sac. Maxime, en face, on parle de cuir, c'est vrai, d'animaux, de laine. Ici, on a effectivement de la laine, d'alpaga, de mouton. Comment est-ce qu'on fait dans un marché des pantoufles, parce qu'il y en a quelques-unes sur le marché, pour devenir la plus confortable et innover, justement, proposer quelque chose de différent? On a misé sur 2 choses. On a misé sur d'abord la qualité des matières premières, puis aussi on a misé sur le cœur et l'histoire. Je crois que c'est pas évident de d'offrir la sincérité d'un matériau, d'offrir la sincérité d'un produit.
Et Flemmard, c'est notre histoire, c'est l'histoire de nous trois, c'est l'histoire de Nassim. Et on essaie encore de le répercuter dans ce qu'on fait, dans notre service, aussi dans nos valeurs. Donc aujourd'hui encore, on donne des paires gratuites des flemmards à toute personne qui se trouve être en chaise roulante, parce qu'à la base, c'était ça l'idée. Et, cet engagement social, et ça fait partie de l'identité de la marque. Et puis après, on mise sur le fait qu'une personne qui met ses pieds dans des flemmards ne les quittera plus jamais. On verra sur le plateau si on pourra les essayer après pour effectivement confirmer ce verdict-là. Alors, Luna, par rapport à Noosa, on l'a dit, il y a cette innovation. Ça, forcément, vous étiez innovante. Ça veut dire que ça n'existait pas sur le marché, cette fibre faite à base de sucre de maïs? Alors, la technologie, le sucre de maïs est déjà utilisé depuis une dizaine d'années, essentiellement dans le packaging alimentaire, également dans le corps médical ou dans tout ce qui est impression 3D. Donc nous, le challenge a vraiment été de l'appliquer à l'industrie textile, mais on n'est pas les seuls dans le monde à être capables de ça, même si Noosa a des meilleures propriétés. Mais en fait, ce qui est vraiment innovant et ce qui est breveté chez Noosa, c'est notre technologie de recyclage en fin de vie, qui pour le coup, elle est unique au monde, et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui et ce qui nous différencie énormément, parce qu'on est un des seuls au monde capable de recycler à du 100% de notre matériau. Voilà. Pour Flore aussi, je suppose que l'atout de Caliora, c'est cette fibre recyclée, c'est l'atout majeur. Ouais. Mais moi, je suis dans l'autre chaîne au final par rapport à Noosa, c'est que moi, j'utilise la fibre recyclée, donc c'est pas la mienne, elle n'est pas brevetée, mais par contre, elle est aussi 100% recyclable. C'est le même type de fil, sauf que voilà, c'est du polyamide, donc 100% recyclable. Et moi, en tout cas, un peu l'innovation que j'ai essayé de faire aussi avec mes maillots, c'est de pouvoir les porter le plus possible, parce que le but n'est pas non plus en fait de s'acheter un maillot tous les ans, parce que ça irait un peu à l'encontre au final des valeurs de la marque. Donc j'ai essayé vraiment de penser en termes de design, de les faire réversibles. Donc, principalement, tous mes modèles, dès que vous les voyez bicolores, en fait, c'est qu'ils sont réversibles. Donc, vous pouvez les porter dans les deux sens. Et j'ai même des modèles, notamment celui qu'on voit passer à l'écran, qui est réversible dans les 4 sens, donc devant, derrière, inside out. Ce qui donne 4 maillots finalement. Voilà, ce qui donne 4 maillots, et ce que mes clientes adorent, parce qu'au final, ça reste un budget, en fait, malheureusement, de pouvoir payer pour du éco-responsable. Donc, ça compense aussi un petit peu cet aspect. Ça tombe bien que vous parliez de budget, parce qu'on va peut-être poser la question qui fâche. C'est vrai que quand on lance son entreprise, il faut la financer. Bien souvent, on commence par ses propres économies. Je vais rester avec vous, Flore. C'est vrai que Caliora, les premières collections, il faut les acheter avant de les vendre. Ouais. Comment est-ce qu'on se lance financièrement avec une start-up ? C'est dur, je vais pas mentir, c'est très difficile. Moi, j'ai eu de la chance, en fait, je pense qu'en partant à Bangkok, j'ai pu mettre un peu plus d'argent de côté que ce que je pouvais faire quand j'étais en Belgique. Donc, ma première collection, c'était une très petite collection, j'avais 300 pièces, 300 maillots. Donc, j'ai réussi à la financer moi-même. C'était stressant parce que c'était quand même toutes mes économies. C'était l'été passé, ça. C'était l'été passé, c'était en juin l'été passé. Ça a bien pris, j'ai fait un peu de profit, mais très loin de pouvoir en vivre. Cette année, j'ai voulu prendre un plus gros pari, du coup, voilà, afin d'en vivre, en fait, il faut produire plus. Il n'y a pas de recette miracle. Du coup, je me suis tournée, c'est vrai, vers les banques et j'ai été gentiment remerciée. Ça a été difficile, franchement, je ne me suis pas attendue à avoir un non. J'étais notamment encadrée par des incubateurs, etc., qui avaient fortement confiance en mon projet et qui avaient dit « tu as déjà un bon market traction de l'année passée, donc il n'y aura pas de souci ». On était en plein Covid. Je suis vue plutôt comme du retail que du e-commerce, malgré qu'en fait, ma vente principale, c'est en ligne, donc c'est très différent du retail. Mais les banques étaient très frileuses, en fait, de prêter de l'argent en plein Covid, alors que voilà, les gens avaient du mal à s'en remettre. Donc j'ai fait appel en fait à ma famille. Heureusement, c'était pas des montants trop gros que je devais emprunter, mais c'est vrai que ça a été difficile de trouver un peu les bons moyens de se financer. Et il y en a plein d'autres, mais voilà, moi j'ai décidé du coup de rester dans le privé. On va en parler des autres aussi. Gaëlle, je pense que pour vous aussi, c'était une question de se financer d'abord soi-même pour lancer sa marque. Oui. Et c'est un risque, évidemment. Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu la chance quand même d'avoir travaillé pendant 20 ans comme consultante en ressources humaines, donc j'ai pu quand même pas mal épargner, en fait, mettre de côté, et c'est ça qui a financé en fait mon activité des sacs.
Depuis l'année passée, en fait, en 2020, avec la cause du Covid, finalement, mon activité s'est améliorée, en fait, malgré tout. Donc, je ne passais plus par les boutiques. Avant, je vendais via des boutiques, je faisais du dépôt-vente. Et là, j'ai dû vraiment rogner sur ma marge. Et donc, en passant direct via mon site Internet, du coup, ma marge était beaucoup plus élevée. Donc ça fait que l'année passée, mon chiffre d'affaires était quand même vachement meilleur que les années passées. Maintenant aussi, pour justement augmenter le volume de vente, donc je me suis lancée aussi dans tout ce qui est zéro déchet. Et là, je travaille avec une autre boutique ici à Bruxelles, qui est un magasin d'économie circulaire. Et là, ça me permet de faire plus de grandes quantités, en fait. Voilà. Je vais me tourner vers Maxime. Dans les autres alternatives qui sont proposées aux startups, il y a notamment le crowdfunding. Alors, vous avez, d'abord financé cette collection, comme un peu tout le monde autour de la table, par vos fonds propres. Et puis, il y avait cette volonté de faire participer la communauté. Exactement. Donc, comme vous l'avez très bien dit, on a commencé par nos fonds propres. Et puis, d'année en année, les collections grandissantes, il faut apporter plus. Et l'année passée, donc on a fait un crowdfunding. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à ce que les gens puissent précommander des flemmards. Et du coup, ça permet, nous, d'avoir l'argent avant, afin de pouvoir payer aussi la production et de pouvoir livrer les gens par la suite. Ça, c'est évidemment l'une des alternatives. Alors, Luna, c'est un profil un peu particulier pour Nusa, puisque vous avez eu l'opportunité de remporter un prix qui a été décerné par Innoviris. Et donc, forcément, en fait, on vous a permis de financer le brevet qui était nécessaire au développement et surtout de démarrer véritablement. Oui, alors le premier brevet, il a été posé à la création de l'entreprise quand on était encore sur fonds propres. Ensuite, on a fait une levée de fonds. Et effectivement, en janvier 2021, on a gagné le Innovative Starter Award d'un demi-million d'euros, ce qui est non négligeable pour accélérer effectivement le développement de la boîte et nous permettre de poser d'autres brevets. Et aujourd'hui, on en a 5. Voilà. Maintenant qu'il y a un brevet, on a parlé de la fibre, des alternatives qu'il y a sur le marché, de vos volontés aussi de vous retrouver dans les magasins, dans le textile. C'est quoi les futurs objectifs pour Nusa ? C'est de proposer Nusa et de le rendre disponible au plus grand nombre, quelle que soit l'application dans laquelle c'est utilisé, et ce, dans le monde entier, parce que notre marché a toujours été international. C'est vrai que ça a été ralenti avec le Covid, mais du coup, j'espère que ça va reprendre très vite. On voit grand quand on développe sa start-up, on rêve de grandeur. Oui, surtout quand on parle de l'industrie textile qui, au final, est présente partout et qui, malheureusement, n'est plus tellement présente en Belgique ou en Europe aujourd'hui. Gaëlle, en face de vous, la marque a été lancée en 2016, donc vous êtes peut-être celle qui a le plus d'expérience ici autour de la table. C'est quoi, du coup, vos objectifs? Je sais que vous êtes très ancrée en Belgique. Est-ce qu'il y a aussi des folies de grandeur comme ça? J'essaie d'être réaliste, en fait. Je pense qu'il faut évoluer petit à petit. Moi, mon objectif premier, c'est d'abord ouvrir un flagship, donc ici à Bruxelles. Un flagship boutique atelier, donc où je pourrais également moi-même en fait produire des sacs, aussi sur commande, donc proposer des sacs sur mesure personnalisés aux clientes et après on verra quoi. Donc chaque chose a son temps. Je me tourne vers Flore. C'est quoi le futur de Caliora? Alors, on est en plein été, les livraisons sont faites, ça y est. Qu'est-ce qu'on espère pour les prochains mois? On est à jour, mais ça a été hard. Moi, j'ai aussi un peu la folie des grandeurs. J'ai pas du tout envie de m'arrêter juste au marché belge, qui est un marché que j'affectionne particulièrement, puisque c'est d'ici que je viens, mais j'ai quand même habité 3 ans en Asie, donc il y a quand même une bonne partie de moi qui est aussi là-bas. Et puis l'Asie, il n'y a pas cet aspect saisonnier, en fait, qu'on peut retrouver dans le maillot, qui est un peu trop fort en Europe. Donc là, j'ai un peu de chemin. Soit c'est me diversifier en termes de produits, c'est-à-dire peut-être faire de la lingerie éco-responsable, mais c'est très technique, ou alors de faire du maillot, mais effectivement à l'étranger, notamment l'Asie, peut-être les États-Unis. Pas de volonté de rapatrier la production en Belgique? Si, en Belgique, ça sera très très compliqué parce qu'en termes de coûts, ce sera vraiment pas possible et je ne connais aucune usine, en tout cas en Belgique, qui soit vraiment spécialisée dans le maillot. Surtout le réversible, etc. C'est des coutures très spécifiques. Par contre, au Portugal, oui. Et donc, vraiment, dans mon goal, ce serait de pouvoir avoir la production européenne qui serait au Portugal et de garder la production asiatique à Bali, là où elle est faite pour l'instant. Un maillot avec la fibre Nusa, c'est pas possible? Bientôt, on en a déjà discuté. Bon, peut-être un autre partenariat, on en crée quelques-uns, on ne sait pas, on verra dans les prochains mois. Je termine avec Maxime pour Flemmard. Le but, vraiment l'idée, le marché de la pantoufle, ou bien quelle est votre envie de grandeur? Qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent profiter de la vie en flemmard,
C'est vrai qu'on reçoit des emails comme ça régulièrement de personnes qui nous remercient. Puis on devient un peu fan de ces emails. Et du coup, s'il y a plein de personnes qui sont tellement heureuses qu'elles envoient, on espère heureux et on espère heureux pour elles. Donc l'objectif, c'est un monde avec Flemmard. C'est la fin de l'été. Est-ce qu'il y a beaucoup de commandes Flemmard là quand il fait chaud? Moins quand il fait chaud. Oui. Mais là, pour l'instant, on est en rupture de stock, malheureusement. Donc, il n'y a pas de commandes, mais les stocks seront renfloués fin de l'été. Et au moment où on reverra les gens commander des flemmards. On pourra donc prévoir pour notre hiver et passer l'hiver bien au chaud. Je vous le souhaite. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous pour nous raconter votre expérience. Et puis surtout, merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode de Startup Story. On revient la semaine prochaine, dimanche prochain, avec 4 entrepreneurs qui viennent nous raconter leur histoire. Je vous souhaite une très belle soirée sur BX1.